Nous sommes à la fin de l'été 1927. À 19 ans, Ian Fleming est dans une situation personnelle particulièrement incertaine et éprouvante. Évincé du collège d'Eton par son headmaster jaloux de lui, forcé de quitter l'école militaire de Sandhurst à cause d'une maladie vénérienne, il est à présent livré à lui-même sans aucun diplôme en poche. Comment obtenir un poste à la mesure de son nom, de son père Valentine, le héros de la guerre, ou de son grand-père Robert, le self-made man? Le jeune garçon n'a en réalité plus guère d'autre choix que de s'engager dans une branche diplomatique en passant le concours d'entrée du Bureau des Affaires étrangères, le Foreign Office. C'est ça, ou la banque familiale du grand-père Fleming. Heureusement pour lui, Ian est particulièrement doué pour apprendre les langues étrangères. Depuis qu'il est tout jeune, il a souvent séjourné en Autriche, en Suisse et en France, au desiderata des envies de voyage de sa mère. Non, le véritable obstacle cette fois-ci n'est pas sa maîtrise des langues étrangères, ni même ses compétences, mais bien son comportement. Car depuis Eton, Ian est rebelle. Rétif contre l'autorité, il est devenu un personnage hautain, vaniteux, insupportable. Mais est-ce vraiment une crise d'adolescence, ou bien une accumulation des années de discipline et de frustration? Il faut bien le reconnaître, si Fleming souhaite rentrer dans la diplomatie internationale, il faut absolument qu'il tempère son caractère et qu'il devienne diplomate, justement. De plus, comme toujours, il est perpétuellement en rivalité avec Peter, son aîné, qui lui rentre pour sa seconde année à Oxford. Ce dernier le surpasse en tout et pour tout, et tout le monde les compare, faisant de Ian un simple faire-valoir des qualités de son frère. Le complexe d'infériorité a son apogée. Et c'est bien ce constat qui va pousser une vieille connaissance à sa mère à lui suggérer d'inscrire son fils pour une année entière dans son établissement. Cet ami, c'est Hernan Forbes de Nice, le directeur d'un institut scolaire privé adepte des théories du psychiatre et psychologue Alfred Adler, spécialisé dans l'estime de soi et le dit complexe d'infériorité. Hernan et son épouse furent des élèves de ce praticien aux méthodes révolutionnaires. Oui, les méthodes de tous nos grands pionniers ont souvent bien embarrassé les esprits conventionnels. Ils se tournent quant à eux vers les adolescents et les jeunes adultes en difficulté et appliquent les concepts de la psychologie individuelle. Ian est donc envoyé pour suivre, de manière officielle, une préparation en langue et de manière officieuse, une psychothérapie. Mais dans l'esprit du jeune garçon, partir pour l'Autriche, c'est un peu un retour aux sources. Il adore la montagne, les paysages grandioses, la neige, l'escalade, les longues marches à bord des falaises et les sports de glisse. Mais surtout, il part enfin seul, loin de sa mère, loin de sa famille, loin de ceux qui lui diront quoi faire. Il se voit déjà rouler à toute berzingue dévalant les lacets des petites routes alpines comme dans les rallyes qu'il suit dans les journaux. Alors effectivement, il adhère bien à cette idée de prendre une année de vacances. Sauf qu'il fait fausse route. L'école, le Tennerhof, est un internat d'une vingtaine d'élèves disposé dans une sorte de grand hôtel situé dans le petit village de montagne de Kitzbühel, en Autriche. Il s'agit déjà pour l'époque d'une luxueuse station de sport d'hiver où de nombreuses personnalités de la jet-set, de riches familles ou des têtes couronnées comme le prince de Galles y passent leurs vacances. Ainsi, au milieu des touristes, les élèves, les patients sont mêlés à la masse et sont pris en charge dans leur éducation et leur comportement. Que reposant en fait sur une sorte d'équilibre psychologique délicat et inhabituel. Basé sur le questionnement et la mise en confiance des sujets. Comment ne pas voir dans cette situation un parallèle avec l'Institut Bleuville ou Bleuchamp du Piz Gloria de service secret de Sa Majesté. Ainsi, Ian part pour les Alpes, et le voyage se déroule sans aucun souci. Cependant, l'arrivée à Kitzbühel, elle, ne fut pas sans accroc, car encore une fois, Ian est systématiquement comparé à son frère, venu lui l'année précédente pour parfaire son allemand. Ce qui l'agace au plus haut point. Le jeune rebelle reçut d'ailleurs un blâme dans les premières semaines pour avoir mal parlé à la femme de Denis, elle-même professeure. Il dut alors écrire une lettre d'excuse de plusieurs pages et suivre des leçons d'écriture avec la dite enseignante, qui n'était autre que Phyllis Bottom,
une prolifique et très célèbre autrice de son époque. Phyllis fut l'une des premières romancières à anticiper la dangerosité du gouvernement nazi dans les années 30. Et en particulier dans son roman The Mortal Storm, adapté en film et interdit en Allemagne, car montrant les violences antisémites. The Mortal Storm is the amazing story of 70 million people, told through the fascinating lives of 7. May our happiness last as long as we live. 7 gloriously happy people, forced by a strange fate into a boiling pot of despotism and intrigue, into the stormiest modern adventures ever recorded by a daring pen. The dramatic impact of The Mortal Storm is so vital, so novel, that we do not wish to spoil your enjoyment of it by elaborating on its powerful theme in this announcement. Alors, pour se racheter de son incorrection, Yann accepta de suivre les ateliers d'écriture de Phyllis. Séance après séance, il prit ainsi goût à raconter des récits, à écrire des nouvelles, à structurer ses pensées et à mettre sur papier son imagination fertile. Il commença alors à s'intéresser à la littérature, aux livres, au style. Il se souvint de sa nouvelle écrite à Eton et de son petit succès, ainsi que des poèmes qu'il composa pour Dider et qu'il mit en livre. Des années plus tard, en 1937, en revenant voir Phyllis et Hernan à Kitzbühel, Yann en profitera pour écrire des petites nouvelles qui ne furent jamais publiées. L'une d'elles concernait l'histoire d'un noble local, le comte Max von Lemberg. Mais le fait que vous ayez des bleus champs dans vos ancêtres ne fait pas de vous nécessairement un contre-aignant. Je le sens bien dans mes veines, dans ma moelle et ma chair. J'ai bien peur que le collège héraldique veuille avoir plus de preuves concrètes. Il aura toutes ces preuves. Et une autre avait pour titre Death on Two Occasions, la mort à 2 occasions. L'équivalent littéral d'un on ne vit que 2 fois. Au travers de l'écriture, Phyllis a réussi à donner des sources de satisfaction au jeune homme et des qualités qui lui sont propres, en même temps qu'elle lui donna les outils pour pouvoir s'exprimer. Elle a laissé son empreinte sur l'amour de l'écriture et de la littérature au jeune Yann. C'est donc un peu grâce à elle qu'il est devenu un auteur. Parallèlement à cela, Fleming apprit aussi avec Denis à se maîtriser, à se canaliser et à faire ressortir ses propres qualités, sans pour autant se comparer à son frère ou à son père. Avec le pédagogue, il apprit même à faire du ski, observer une avalanche, la prévenir, grimper en haut des sommets. Autant d'éléments qui construiront plus tard l'intrigue de service secret de Sa Majesté. Une légère thérapeutique pour adoucir votre nature agitée. Oh, pauvre garçon, il était agité lui aussi. Vous les Britanniques pervers, comme vous aimez l'exercice. Mais surtout, autant d'activités physiques où la préparation, l'organisation, le mental et le respect des règles sont primordiales. Ainsi, obéir, suivant les instructions, et être ouvert aux autres permet de pouvoir se surpasser. Mais Yann passa également du temps en dehors du Tennerhof, au café Casino Reich, à aller conter fleurette aux jeunes demoiselles du coin, qui trouvèrent en lui un bel anglais exotique. Et alors, je pouvais créer avec la bosse moi, un chip tomate avec des citrons. Il y rencontrera une certaine Liesl Jockel, qui deviendra une amante, puis une connaissance, et au final, une très bonne amie pour la vie. Ce sera même elle qui sera chargée de la décoration de sa future maison londonienne. Liesl fait partie des intimes de Yann, au même titre qu'Ivar Bryce. Elle a bien sûr inspiré le personnage de Liesl Baum, la maîtresse de Colombo dans la nouvelle Risiko, réarrangée en fausse comtesse Liesl von Schlaf dans le film Rien que pour vos yeux. Avec elle, Yann fit de grandes expéditions dans les montagnes.
mais elle eut aussi de grands éclats de rire et des soirées arrosées. Et il reçut aussi d'elle de précieux conseils pour séduire les autres filles. Ah, J'ai apporté un grand livre avec moi sur ce sujet. Il y a une photo de mon propre blason. Il y a 2 paires de boules sur son écu. Si vous désirez le voir. avec joie. Et puis, le temps passant, Fleming découvrit qui était réellement ce Hernan Forbes de Nice. Déjà un Écossais pur souche, un antifasciste notoire et un ancien employé chargé des visas et des passeports à l'ambassade de Vienne. Mais tout ceci n'était qu'une couverture pour sa véritable occupation de numéro 1 du service de renseignement britannique dans toute la région de l'ex-empire austro-hongrois. Bref, Forbes de Nice était un véritable espion britannique au service secret de Sa Majesté. Un petit faux pas. Il faut plus qu'un costume pour faire de 007 un héraldiste. Ce fut ainsi son premier contact avec le monde de l'espionnage. Fleming reprit d'ailleurs cette idée de couverture diplomatique pour son personnage de Strangway, pour Dr No et Vivre et laisser mourir. Ceci dit, Hernan, même s'il a quitté son poste à l'ambassade, n'a jamais réellement quitté le service actif du MI6, car, juste avant la guerre, en 1937, Ian et son frère sont revenus au Tenerife. Ils y rencontrèrent un guide de montagne avec qui ils devaient partir en bivouac, Conrad O'Brien French. Et dans le doute, Ian lui demanda discrètement si lui aussi, il était un espion. Ce dernier ne lui renvoya qu'un sourire du coin des lèvres en guise de réponse. Évidemment, Conrad O'Brien French était même un maître espion, l'agent numéro 3 du MI6, alors en mission en Autriche pour former, juste avant la guerre, un réseau de renseignements susceptible d'opérer dans le Reich. Au final, Forbes de Nice s'occupa bien de Ian. Non seulement il avait réussi à calmer les ardeurs du jeune homme, à l'apaiser, mais il inscrivit aussi aux universités de Munich en 1928 et celle de Genève en 1929, pour y apprendre et approfondir ses talents de français, d'allemand et aussi de russe. Le Foreign Office n'étant alors plus un objectif secondaire de secours, mais maintenant était un objectif personnel. Cette fois-ci, Ian avait trouvé une véritable motivation personnelle. Dans la nouvelle Octopussy, meilleur vœu de la Jamaïque, Fleming décrit l'histoire du major Dexter Smythe, qui lors d'une ascension en Autriche, embauche le meilleur guide de montagne du Tyrol, un certain Hans Oberhauser. Et lorsque les deux hommes arrivent au sommet, ils y découvrent une réserve d'or cachée dans une cabane. Smythe succombe à la tentation et abat froidement son pauvre guide. Des années plus tard, Smythe rencontrera James Bond en Jamaïque. Ce dernier lui laissera le choix entre le suicide ou la cour martiale. Cette courte histoire sera reprise dans le film de 1983. Dans la nouvelle, Bond tient en joue Smythe pour lui expliquer qu'Oberhauser était l'un de ses amis personnels, son professeur de ski avant la guerre, mais surtout il était pour lui, encore adolescent, comme une sorte de père d'adoption, à une époque où il en avait besoin. Il est ici évident que ce n'est pas Bond qui parle dans ce passage. Oberhauser, dont on a mention dans les films Spectre et No Time to Die, est bien sûr identifié à Hernan Forbes de Nice, qui, avec sa femme Phyllis, était devenu une sorte de figure familiale d'adoption pour un jeune homme bouleversé. Tout comme le vieux retraité Major Smythe représente Fleming lui-même, et que Bond symbolise sa conscience. Bref, les meilleures années de sa vie étaient sans conteste celles de cette époque, loin de sa famille, loin de Londres, avec des gens qu'il aimait et qu'il appréciait pour qui il était, un gamin qui avait juste soif d'attention. Cette période fut si riche qu'elle a été quasiment retranscrite en filigrane dans chacun des différents ouvrages de Fleming, et en particulier dans Au service secret de Sa Majesté, car dans le roman, son héroïne, Tracy, est une jeune femme prise d'un mal-être qui se voit alors suivre une psychothérapie en Suisse, et où elle en ressort guérie. Tracy, ne t'ai-je pas appris que les fautes peuvent être réparées? Ce qui est quasiment ce qui est arrivé à Ian, dans une certaine mesure. Et puis, toujours dans le roman, nous pouvons avoir Bond qui se moque de sa généalogie, de sa descendance. Ceci montre ce à quoi Fleming devait lui aussi se détacher. De sa famille, de son frère et de son père,
envers qui il avait été programmé depuis l'enfance à lui rendre hommage. Et ce n'est certainement pas pour rien que la devise du méchant Blofeld est Arae et Foshi, le foyer et la famille. Dans une lettre de 1960 de Fleming à Phyllis Bottom, il écrivit « Ma vie avec vous deux est l'un de mes souvenirs les plus chers, et Dieu sait où je serais aujourd'hui sans Hernan. » Ian était parfaitement conscient de l'importance que le couple eut pour lui à cette époque, et du rôle qu'ils ont eu aussi pour le personnage de Bond. Pour l'anecdote, en 1947, Phyllis et Hernan se rendirent alors dans la nouvelle demeure de Ian à GoldenEye, en Jamaïque, passer quelques jours presque en famille. Mais un an avant leur venue, en 1946, Phyllis publia un petit livre, une petite histoire d'action intitulée The Lifeline, un thriller qui mettait en scène un dénommé Mark Chalmers, un professeur du collège d'Eton, chargé de transmettre un message pour le Foreign Office en Autriche. Il se retrouve ainsi en Allemagne, poursuivi par la Gestapo. Car en fait, Chalmers est en réalité un espion anglais. Il a en sa possession une petite capsule de cyanure et son patron porte un surnom alphabétique, B. Chalmers est sportif, il pratique le ski, il aime les femmes, le vin, la bonne chair, l'alcool, la vitesse, et il parle couramment le français et l'allemand. Bref, le personnage décrit par Phyllis est très proche de Fleming lui-même, et, par ricochet, de James Bond également. Ainsi, depuis quelques années, dans le milieu des fans de Bond, entre autres des théories habituelles que nous pouvons entendre, celle que Phyllis Bottom serait à l'origine de James Bond a pris de l'essor. Mais cela reste une théorie, car, bon, au final, est-ce si important que ça, les origines ?